Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous accueillons, alors pour ce regard croisé, c'est quel accompagnement des collectivités territoriales pour préserver les milieux naturels. Et notre invité, qui est déjà intervenu pour un de nos événements au Conseil national des barreaux, Guy Geoffroy. Alors, il y a plusieurs titres, mais vous êtes d'abord maire de Comble-la-Ville dans le 77, et vous êtes surtout président des Écomaires depuis 2014. Et notamment parce que j'ai vu que vous aviez publié un guide pratique de l'élu local, donc il est imprimé sur Internet, avec la Ligue de protection des oiseaux notamment. Et donc c'est votre sujet, enfin votre intervention à la fois comme maire, parce que c'est vrai que la complexité du droit de l'environnement, qui vient aussi croiser avec du droit de l'urbanisme, du droit de l'aménagement, et un certain nombre de demandes qu'on peut traiter comme des contraintes, mais qu'on peut aussi traiter comme des opportunités. C'est ce que vous traitez comme maire, mais aussi que vous traitez et que vous travaillez comme président des Écomaires. Et je dois ajouter aussi que vous êtes vice-président, si je ne me trompe pas, de l'Association des maires de France, qui est intervenu régulièrement, notamment sur l'actualité législative et des décrets d'application, mais on y reviendra peut-être dans un second temps. Et d'abord, je vais vous laisser la parole peut-être sur le sujet, assez librement, pour nous dire quels sont aujourd'hui les grands enjeux, à la fois sur la biodiversité et sur la protection des milieux naturels, qui sont posés aux élus et aux maires principalement actuellement. Merci à vous et merci au Conseil national des barreaux de m'inviter au nom de l'AMF à cet échange sur des questions qui de plus en plus sont au cœur du quotidien des maires. Je dois dire que ces questions sont sur la table de travail des maires depuis fort longtemps. Vous évoquiez les Écomaires. Les Écomaires ont plus de 30 ans. J'en suis le président depuis 2008. J'y étais auparavant. J'en étais le premier vice-président depuis 2001. Et cette association qui veut conjuguer toutes les sensibilités politiques depuis son origine autour des mêmes objectifs, s'est occupée et préoccupé de toutes ces questions avant même qu'elles soient sur le devant de l'actualité, avant même le Grenelle de l'environnement, avant même la loi de transition énergétique pour une croissance verte et avant même tout ce qui est sur notre table de travail aujourd'hui. Et nous sommes devenus des praticiens de ces questions dont nous recevons chaque jour des éléments supplémentaires de complexité. Ce congrès des maires de France insiste une fois de plus, il faut le faire, même si c'est regrettable d'avoir à le faire, sur la somme inouïe d'injonctions contradictoires que nous recevons de la part d'autres autorités, et notamment l'État. Injonctions contradictoires qui, comme leur nom l'indique, sont à la fois des injonctions, mais sont d'autant plus difficiles à être suivies d'effets de notre part qu'elles sont la plupart du temps contradictoires. Et pour éclairer peut-être ce qui sera la toile de fond de nos échanges, je voudrais évoquer deux sujets qui, dans notre actualité, sont brûlants, alors même que leur prise en compte doit d'évidence être très allante, ne doit pas être ralentie. Et ces deux sujets, c'est le zéro artificialisation nette, issu dans son principe de la loi climat et résilience, et puis ce qui est aujourd'hui vraiment notre actualité brûlante, c'est la mise en bon ordre de la stratégie globale de l'État et des collectivités locales sur le développement des énergies renouvelables, avec la loi d'accélération du développement de ces énergies, dont les premiers effets en termes de sollicitation des collectivités locales sont récents et sont à traiter dans les semaines qui viennent, puisque nous avons des dates butoirs qui nous sont imposées, même si elles devront probablement s'assouplir. L'exemple du ZAN, le zéro artificialisation nette, c'est par définition cette volonté et cette décision prise par le législateur de faire en sorte qu'on considère désormais comme précieux les espaces non construits, en particulier les espaces agricoles, mais pas que les espaces agricoles, alors que le mode de développement, où qu'il soit dans notre pays depuis de nombreuses décennies, a eu comme caractéristique constante de s'effectuer par prélèvement de terres vierges
et tout ce qui a été construit, moi je suis élu d'une commune située en ville nouvelle, dans la région parisienne, les villes nouvelles ont été conçues pour desserrer Paris de l'arrivée de la province dans les années 60 et ont toutes été construites sur des espaces totalement vierges et pour ce qui me concerne en Seine-et-Marne, sur des espaces agricoles qui se sont vus depuis 50 ans occupés progressivement par la présence de l'homme, de ses activités dans le cadre de villes nouvelles, pourtant censées, et c'est une réussite pour l'essentiel, censé regrouper sur un même territoire des habitants, des services, de la culture, du sport. Bon. Et il y a une évidence qui est apparue, qui est celle de lutter contre ce développement en tache d'huile qui ne posait pas problème, qui n'inquiétait personne et dont on a aujourd'hui la certitude qu'il faut non pas y mettre un terme drastique, puisque l'horizon, on le sait bien, c'est 2050, mais veiller à le freiner, tout en veillant à reconquérir des espaces publics qui ont été déjà construits et dont un certain nombre sont devenus des jachères d'espaces publics, souvent pollués, et sur lesquels, et c'est pour ça que le fonds Friche a été créé, il faut absolument intervenir. Donc le ZAN, tout le monde est d'accord avec. Par contre, comme le reconnaissait la Première ministre elle-même récemment dans une réunion thématique du Conseil national de la refondation où je représente l'AMF, cette affaire a été mal embarquée. Une loi, comme l'avait dit le Conseil d'État, pas assez normative, qui ne pose que des principes et qui confie le soin au décret d'écrire ce que la loi devait faire, lesquels décrets dont vous avez parlé tout à l'heure, ayant été rédigés sans aucune concertation, en plus en pleine campagne présidentielle au printemps 2022, et visant non pas à dénaturer complètement le principe de la loi, mais à l'enfermer dans des contraintes qui devenaient pour les élus locaux inacceptables, d'autant plus que dans le même temps, les élus locaux, et l'urgence devient de plus en plus prégnante, sont confrontés au drame que représente la crise du logement dans notre pays, et il est effectivement très compliqué d'expliquer à des populations qui ont pris l'habitude d'installer leur mode de vie sur le mode de vie à la française, le petit pavillon avec le jardinet, et à qui on dit aujourd'hui que ce mode-là est un mode négatif, ce qu'on ne disait pas il y a 50 ans, et qu'il va falloir bien sûr continuer à construire du logement, mais beaucoup sont rétifs, et que la réponse, pour moins consommer d'espace tout en construisant du logement, c'est bien sûr la verticalité, laquelle ne fait pas partie dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens du contrat social entre l'État, entre les pouvoirs publics et la société. Donc, face aux ânes, nous avons effectivement réagi parce que ces décrets étaient inacceptables. Nous les avons attaqués devant le Conseil d'État qui nous a donné plus que partiellement raison. Et la meilleure réponse d'ailleurs par rapport à ce combat que nous avons mené, c'est que le gouvernement lui-même, Christophe Béchu en tête, a d'emblée considéré que ces décrets n'étaient absolument pas satisfaisants, qu'il fallait les reprendre. Mais là aussi, la manie française de faire les choses à l'envers a fait qu'au lieu de reprendre des décrets en tant que décret, on a suivi l'initiative législative du Sénat, rejoint par l'Assemblée nationale et confortée par le gouvernement. Donc une loi qui ne dit pas ce qu'elle a à dire, des décrets qui disent mal ce que la loi leur a confié de dire, et une loi qui vient ensuite rectifier partiellement ce que les fameux décrets avaient dit. On est dans un embrouillamini assez compliqué, et donc sur ce sujet, les maires sont à la fois allants mais combatifs, et vont se trouver probablement dans des difficultés juridiques où ils auront besoin de l'accompagnement de toutes celles et tous ceux qui sont les experts, et notamment le monde de la justice, et le Conseil national des barreaux aura probablement son mot à dire. Le deuxième sujet sur lequel je ne m'étendrai pas beaucoup parce qu'il est là sur notre table, c'est le sujet de la contradiction entre la nécessité d'aller vite sur le déploiement des énergies renouvelables. Un parc éolien, c'est 10 ans. Entre une décision et une mise en œuvre, c'est 10 ans. Dans les pays voisins, c'est 5 ans. Bon,
passer de 10 à 5, ça ne va pas être facile, mais il faut effectivement aller dans ce sens parce que tout ce que nous perdons comme temps, nous le perdons à l'égard de la planète que nous voulons protéger, mais à l'égard également de la relation et pourquoi pas de la compétition avec nos pays voisins et amis au sein de l'Union européenne et pas que. Et donc, ces lois sur l'accélération du nucléaire et de nos autres énergies renouvelables étaient nécessaires, mais le calendrier et les conditions de leur mise en œuvre nous interrogent déjà. Puisque, en gros, on nous dit on vous oblige à rien, mais c'est vous qui allez nous dire ce que vous allez faire. Bon, ce qui bien évidemment va conduire à nous faire porter d'emblée la responsabilité politique, non pas des choix que nous aurons faits, mais des orientations qu'on aura suggérées en fonction de nos territoires, de notre potentiel, de notre histoire et de nos volontés politiques en tant que commune et dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Donc on a des sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Des sujets sur lesquels nous sommes des praticiens du quotidien, nous sommes des experts du quotidien et nous avons des choses à faire, mais également des choses à dire pour que ce que l'on attend de nous soit plus le fruit de notre initiative que le fruit des contraintes qui nous seraient imposées, parce qu'on sait très bien que les contraintes finissent par imposer, mais avec une telle perte en ligne sur le résultat qu'il vaut mieux ne pas contraindre, il vaut mieux faire confiance, il vaut mieux partir des initiatives locales. Donc tous ces enjeux, avec ces quelques exemples que j'ai pris, mais tous ceux aussi autour de la protection et du déploiement de la biodiversité, avec toutes les règles auxquelles il va falloir répondre dans nos documents d'urbanisme, en particulier quand on va parler des zones humides telles qu'elles vont être mises en œuvre dans le cadre des schémas d'aménagement et des gestions des eaux sur tous les bassins versants. Enfin, tous ces sujets sont une immense toile de fond extrêmement positive au fond, mais qui pose jour après jour d'immenses questions du fait que la phase entre l'État qui décide et les collectivités qui font n'est pas totalement maillée, et nous aurons très probablement à faire preuve de combativité positive à l'égard de tous ces sujets et à avoir besoin du soutien et de l'accompagnement de toutes celles et tous ceux qui, au service de la justice et à nos côtés, auront à nous éclairer, à nous aider et pourquoi pas à nous accompagner et encore mieux à nous défendre. Merci. Alors, on est dans un regard croisé, et donc c'est un peu là le regard, cette fois-ci, du praticien du droit qui va parler. Et je vais faire le lien avec la table ronde d'hier, qui était la norme, contrainte ou opportunité. Et c'est vrai que quand on rentre sur cette question des zéro artificialisation nette, vous le dites, on a une loi, un décret, une nouvelle loi, et j'allais dire, il y a de nouvelles lois qui sont en train de sortir encore, puisque la loi sur les industries vertes du 23 octobre 2023 va à nouveau revenir sur la répartition du foncier, parce qu'on a des objectifs de logement, d'industrie, d'énergie renouvelable et de protection des espaces naturels, qu'ils soient agricoles ou en biodiversité ou de forêt ou du littoral ou autre, qui font qu'en réalité, la complexité, c'est aussi, et ces contraintes, on le voit, ce sont aussi les rapports dans la société et les demandes qui sont des demandes contradictoires aussi de la population. Je veux mon pavillon et mon jardin, mais en même temps, je veux la forêt à côté, je ne veux pas l'éolienne. Donc il y a besoin de logement, je veux travailler, nous voulons, parce que c'est pas je, c'est aussi nous, et cette société, elle s'exprime et elle donne un certain nombre de lois. Et pour nous, la difficulté, y compris pour vous accompagner en tant qu'élus territoriaux, et vous le voyez, c'est que ça bouge en permanence et que ça ne bouge pas sur du droit qu'on appelle un peu du droit lisible et dur. Et le Conseil d'État l'a dit dans l'annulation partielle d'un des décrets, c'était, je crois, la notion de polygone. La notion de polygone qui n'est pas définie. Qu'est-ce que c'est quand vous avez une loi qui vous dit, des régions qui vont devoir les mettre en musique dans des schémas régionaux, alors schémas régionaux d'aménagement et de développement durable des territoires, on appelle ça des SRADET, c'est un peu qui prennent la suite d'autres schémas, qui viennent s'ajouter à d'autres schémas. Vous parlez de schémas sur la question de l'eau, enfin de la gestion de l'eau. Donc tous ces schémas viennent se croiser avec des définitions assez floues, souvent. On demande d'ailleurs souvent des exposés des motifs, donc il y a beaucoup pour nous, on va dire beaucoup de verbiage. Et quand on arrive au texte, qu'est-ce qui s'applique à l'échelon inférieur et qu'est-ce que l'élu, le président ou la présidente de communauté d'agglomération ou le ou la maire
va devoir rentrer dans son plan local d'urbanisme. Et d'ailleurs, on a même une discussion sur est-ce que c'est une compatibilité, est-ce que c'est une prise en compte, la notion de prise en compte d'une loi supérieure dans une règle inférieure. Pour nous, elle ne parle pas du tout, parce qu'une prise en compte, ça peut être un visa. Vu le schéma régional, on l'a pris en compte. Voilà, donc il y a toutes ces complexités. Et j'allais dire, nous, dans l'accompagnement et dans la discussion qu'on va avoir avec vous, ça va être comment on arrive à définir pour que ça rentre dans des cases qui sont des cases très floues. Donc c'est un peu toute cette question. Alors peut-être pour rentrer un peu plus dans la discussion ou dans le détail, comme il y a la question de la biodiversité, comment vous voyez sur ces nouvelles lois, nouveaux décrets, comment vous voyez la protection de la biodiversité dans ce nouveau paysage qui se dessine au regard d'autres demandes qui sont les industries vertes, qui sont l'énergie et qui sont aussi le logement par exemple. Comment on fait? Parce que tout ça est aussi une question de maîtrise du foncier dans un foncier qui se raréfie. Comment on articule cette maîtrise du foncier, comment on fait vivre la biodiversité à la fois sur du foncier non artificialisé, mais aussi, parce que ça rentre aussi en ligne de compte, sur du foncier déjà artificialisé, parce qu'on sait que la question de la biodiversité, elle se joue aussi dans des endroits construits, dans des parcs aménagés. Voilà, c'est un peu ces questions, dans un deuxième temps, sur lesquelles on peut revenir. Oui, alors, je serais, peut-être que vous trouverez ça curieux, assez optimiste sur les questions relatives à la biodiversité. Et je me réfère au travail que nous faisons sur ma commune, qui à mon avis est un assez bon reflet de l'état d'esprit général des maires sur ces sujets. Pourquoi je suis assez optimiste? Parce que la biodiversité, c'est un état des choses qui existe. D'ailleurs, lorsque, dans la foulée du Grenelle de l'environnement, Chantal Joanneau, à qui Jean-Louis Borloo avait confié le soin de lancer la première stratégie nationale de la biodiversité, elle avait créé un petit groupe de travail auquel elle avait souhaité que je participe en ma double qualité de parlementaire à l'époque et justement de président des Écomaires. Et la première proposition que j'avais faite et qui a été retenue, c'est de faire en sorte qu'on connaisse la situation de la biodiversité dans sa commune. Et que l'on établisse donc ce qu'on a appelé les ABC, les Atlas de la biodiversité communale, qui ont comme objectif tout simple, mais extrêmement important à mettre en place avec une méthodologie très affinée, de savoir quelle est la réalité, le potentiel et les difficultés de la biodiversité sur sa commune. Donc il y a un existant. Et cet existant, bien sûr, on peut le constater là où on est dans des secteurs protégés. Il faut veiller à ce que ces secteurs protégés continuent à l'être. Les forêts, bien sûr. Moi, je prends l'exemple sur ma commune de 2 espaces qui étaient protégés, mais sans être ni mis en valeur, ni totalement respectés finalement, l'un sur les bords de la rivière Lierre et l'autre un petit bois communal qu'on appelle le bois l'évêque. Et nous avons fait en sorte que la collectivité puisse à la fois mettre en valeur et à disposition du public, faire œuvre de pédagogie, mais en même temps fasse œuvre de très grande protection et valorisation et même redéveloppement de la biodiversité sur des espaces existants. Donc tout ça, finalement, c'est pas très compliqué. L'existant, il faut faire en sorte qu'il ne soit pas détruit. Bon. Et il y a l'existant hors secteur facilement protégeable, comme je viens de l'expliquer, que vous avez évoqué, où là, le conflit d'usage entre le besoin de développement, le besoin de reconfiguration, le besoin de reconstruction de la ville sur elle-même, peut bien sûr buter sur les questions de maintien ou de reconquête de la biodiversité. C'est le gros chantier sur lequel, dans le détail de chaque rue, je dirais, et chaque espace public de nos communes, nous commençons à nous atteler avec effectivement des contraintes très fortes. J'évoquais la contrainte au sujet de l'eau, mais il y a également la contrainte au sujet des déchets, il y a la contrainte au sujet de l'accessibilité, de la perméabilité. Et là, je crois que ce qui me rend assez optimiste, c'est que chaque commune
possède un réel talent d'inventivité sur tous ces sujets. On parle de priorité à donner, c'est bien de le proposer sur, par exemple, la reperméabilisation des cours d'école, et on découvre sans difficulté finalement qu'on sait faire. Et que la question, c'est plus une question d'invitation à changer les mentalités de nos concitoyens, et quand on parle de cours d'école des parents, et ceci n'est pas finalement très grave. Vous savez, les cours d'école en RB, moi j'ai connu. Et à l'époque, les parents nous faisaient remonter que oui, le gosse il est rentré crotté, il a fallu que je lave le pantalon, il a plu, comment ça se fait? Bon, et on est passé à l'ère bénie de la cour bitumée. Et cette ère bénie, elle n'était pas si bénie que ça, puisque là où on avait un partage entre espace sec et espace moins sec, on a un petit peu déséquilibré l'ensemble. Et maintenant, on a des solutions techniques. On peut mettre en place dans nos cours d'école, je viens de le faire dans une cour qu'on a reconfigurée d'une de nos écoles maternelles, eh bien on a, avec les matériaux modernes, on a l'accès aux pieds secs pour les enfants, mais en même temps on a la perméabilité du sol et la totale sécurité des enfants. Donc on y arrive, on est capable de le faire, on est très inventif, nos personnels techniques sont de mieux en mieux formés et de mieux en mieux initiés à la prise d'initiative et à la créativité. C'est pourquoi dans nos communes, je pense que la biodiversité n'est plus vraiment dans le danger absolu dans lequel elle se trouvait par méconnaissance des enjeux. Et mieux, je pense que la biodiversité est probablement un atout reconnu comme tel par les élus locaux et par leurs services aujourd'hui pour concourir à la dimension qui est la nôtre et sur le terrain et par l'agglomération de tous les terrains sur le territoire national tout entier, pour reconquérir des pans entiers de lutte contre les dérèglements. Créer un îlot de fraîcheur, on sait faire. Lutter contre les îlots de chaleur, on sait faire. Et on sait faire de mieux en mieux. Et à mon avis, sans grave difficulté d'ordre juridictionnel éventuellement à rencontrer. Et je pense qu'il faut mettre en valeur ces avancées, le fait que finalement la biodiversité est devenue un sujet banal, important, mais banal et quotidien de la vie d'un élu local au service de sa population. Oui, alors j'allais dire, la difficulté juridictionnelle, c'est au-delà des cours d'école, c'est quand vous allez commencer à vouloir ou ne pas vouloir créer des corridors. Donc ça veut dire organiser le foncier, du coup interdire de construire à des propriétaires ou en sens inverse, faire construire de ce qui était des corridors, alors soit pour les animaux, soit des corridors nocturnes, et c'est là où on rentre effectivement, et nous on le voit, on va rentrer dans des contentieux où on a soit des propriétaires qui attaquent des permis de construire ou des riverains qui attaquent des permis de construire ou d'autres qui sont en demande dans les modifications des PLU à ce que ça apparaisse, et c'est vrai que ça apparaisse dans la modification du PLU, est-ce que soit pris en cause ces fameux, je dis les corridors, mais ça peut être aussi la protection des zones agricoles, la question de la protection de la forêt. Alors là, pour le coup, on peut remonter très loin, parce que je crois qu'on est en 1936 sur la première loi sur la forêt, donc ça veut dire que le souci, il est aussi très présent. Mais voilà, c'est là où nous, on sent qu'il y a des tensions, c'est quand la décision politique est prise, elle est mise en œuvre juridiquement, mais qu'elle est contestée juridiquement, et effectivement, c'est là où il y a à la fois un accompagnement des collectivités ou, de l'autre côté, un accompagnement des usagers qui sont aussi dans leur droit de contester. Et c'est vrai, alors, le contentieux de l'urbanisme, c'est un peu tari parce qu'il a été modifié ces dernières années, ce qui n'est pas forcément en faveur de la protection de l'environnement, mais voilà, donc je sais pas où vous en êtes sur ces contestations, ces contentieux, cette insécurité juridique lorsqu'on prend des décisions, peut-être pour finir le tour, pour boucler la boucle et arriver sur le point juridique. Quelle en est cette actualité aujourd'hui par rapport à ce que vous vivez comme maire et ce que vous pouvez avoir comme panorama du contentieux dans vos collectivités? Alors, vous avez raison de mettre ce point en avant parce que justement, on sent l'émergence d'une juridictionnalisation probable et peut-être dans des volumes non négligeables de ces sujets. Et c'est consécutif à ce qu'on vient de dire.
l'étau se resserre sur la capacité à faire au sein des communes. Les mâchoires de l'étau, c'est Lausanne d'un côté, la protection de la biodiversité de l'autre, la lutte contre le ruissellement, la reperméabilisation des sols. Et vous évoquiez les corridors. Bon, quand on n'a pas la possibilité de créer des corridors, on s'efforce de créer ce qui est un peu un avatar des corridors, mais qui a son utilité, c'est-à-dire une trame verte et bleue en particulier. Et je vois poindre, je suis en train de finaliser dans ma commune la révision du PLU, et je vois poindre ce que vous évoquez. Je vais prendre l'exemple parce qu'il est assez caractéristique. Alors je citerai personne, parce que de toute façon, même si je citais des noms comme vous ne les connaissez pas, ça ne vous servira à rien, mais j'ai un exemple flagrant de vraie schizophrénie sur ce sujet. Une de mes concitoyennes qui envisageait pendant un certain temps de vendre avec ses voisins son pavillon à un promoteur, projet qui n'a pas pu aboutir parce qu'il y avait de véritables difficultés et, pour tout dire, une impossibilité à assurer dans le secteur où ça se déroulait la collecte des déchets ménagers. Bon, impossibilité, avis négatif formulé sur ce point-là, et il a fallu renoncer au projet. Mais comme nous ne voulions pas dans ce secteur, par ailleurs, que la reconstruction de la ville sur elle-même se fasse avec des dégâts collatéraux, notamment sur des bâtiments qui, sans avoir un aspect patrimonial extrêmement poussé, mais qui correspondaient à l'histoire de la ville et de notre région. Ma commune, c'est une commune dans un secteur où l'histoire, c'est la meulière, la construction des maisons depuis le début du XXe siècle, même la fin du XIXe en meulière. Bon. Et on a décidé d'augmenter considérablement, on l'a fait passer d'une quinzaine à une soixantaine dans notre projet de PLU, le nombre de bâtiments remarquables qui, à ce titre-là, ne pourraient pas faire l'objet de démolition et devraient être sauvegardés. Et la personne en question est la même qui voulait vendre et qui aujourd'hui m'écrit et est prête à faire une instance devant les tribunaux contre la commune à l'occasion du PLU, parce qu'elle n'aura plus demain la possibilité de vendre son bien au motif que nous avons classé sa maison et quelques maisons voisines parmi les bâtiments remarquables. Donc on voit bien que le sujet est en train d'émerger. Lors de notre PLU initial, il y a une petite quinzaine d'années, on courait le risque qu'il nous soit fait le reproche de ne pas protéger telle maison au motif que obligatoirement il y allait un jour ou l'autre y avoir cette guerre entre promoteurs pour faire monter les enchères et proposer le prix le plus élevé possible à des gens qui, n'ayant pas obligatoirement envie de vendre leur maison, se diraient entre 300 000 € et 1 million, je vais peut-être choisir le million. Bon, ce qui n'est pas méprisable en soi. Eh bien, 15 ans après, c'est l'inverse. 15 ans après, on risque de nous faire le reproche de vouloir sauvegarder des espaces, des bâtiments, tout en ayant à l'esprit de trouver de la matière pour reperméabiliser, pour consolider la biodiversité. Et c'est vrai que le maquis juridique et l'imprécision de certains textes, ou du moins l'insuffisance de la loi quand elle doit être normative et le trop-plein du décret quand il doit se contenter d'appliquer la loi et de ne pas écrire la norme à la place de la loi. Et ça va devenir de plus en plus, je pense, du contentieux, de principe et appliqué à certaines réalités. Et il est sûr que nos services juridiques dans nos communes, bon, moi j'ai la chance d'avoir une commune qui, avec ses 22 000 habitants, dispose de moyens en ingénierie locale, notamment juridique, qui nous permettent d'éviter les grosses erreurs que nous pourrions commettre, mais on n'est pas sûr de ne pas en commettre. Et c'est vrai que pour les communes qui ont leur bon sens et leurs petits moyens et qui manquent d'ingénierie juridique, il y a peut-être des dangers en perspective devant la confrontation des enjeux et trop souvent, comme vous le disiez tout à l'heure, la confrontation d'injonctions trop souvent contradictoires. Oui,
chose à rajouter ou pas? Non, ça va. Pardon? Vous avez autre chose à rajouter ou pas? Non. Bah, écoutez, on a pu un peu boucler le sujet, alors rapidement, hein, parce que c'est un sujet très très vaste, en partant de la loi pour arriver après à concrètement dans la commune, les difficultés pour mettre en place ces textes, tout en pouvant maîtriser les choix qui sont faits par les citoyens, les citoyennes par leur vote et par leurs élus. Donc voilà, je pense qu'on a pu faire un tour rapide de la question. Je voulais vous remercier pour votre intervention, pour être venu dans notre espace du Conseil national des barreaux. Et les avocats ont toujours plaisir à rencontrer les élus locaux et les élus d'ailleurs, parce que vous avez été ici législateurs, et à discuter, parce que nous, ça nous permet aussi à la fois de faire remonter ce que nous ressentons lorsque nous sommes en discussion avec les citoyennes et les citoyens aux élus, mais en même temps, les élus sont aussi des citoyennes et des citoyens, de pouvoir discuter de cette matière juridique pour laquelle on travaille en permanence tous les jours. Merci en tout cas pour votre intervention. Merci à vous.